Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi au FIC pour échanger à propos de notre expérience. Donc en fait, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est qu'en 20 ans, l'ingénieur que je suis a vu, comme vous, le monde numérique se transformer et devenir tout simplement extraordinaire. Depuis ce matin, nous avons quasiment tous, sans exception, envoyé ou reçu des données via le cloud, fait appel à de l'intelligence artificielle ou utilisé des infrastructures connectées. En contrepartie de ces pouvoirs, il est vrai que l'on peut y voir une nouvelle forme de dépendance. Alors pas une dépendance politique, pas une nouvelle dépendance énergétique, quoique, mais une dépendance numérique. Une dépendance à des infrastructures que nous ne contrôlons pas toujours ou à des logiciels que nous n'avons pas développés. Bref, à des écosystèmes que nous ne pouvons pas facilement transformer ou remplacer et qui permettent pourtant de piloter une usine à l'autre bout du monde, de payer avec son téléphone portable ou encore d'envoyer des satellites observer la Terre et analyser des millions de données permettant de prévoir et de comprendre l'évolution du climat. Alors oui, nous sommes désormais dotés d'une puissance telle que toutes les barrières qu'on considérait comme infranchissables, jadis, s'abaissent. Mais à quel prix? Car derrière cette puissance phénoménale se cache un revers très réel qui fait l'objet principal du thème de ce forum cette année, la dépendance numérique. Alors, sommes-nous les maîtres de notre technologie ou sommes-nous devenus ses otages silencieux? C'est là que, à mon sens, le XXIe siècle se joue dans cette forme de tension entre puissance et vulnérabilité. En effet, si la dépendance énergétique a façonné le XXe siècle et continue encore, il suffit de voir aujourd'hui la puissance électrique en milliers de térawattheures à installer dans les années qui viennent pour alimenter ces data centers en construction, la dépendance numérique, elle, va clairement façonner notre XXIe siècle. Bon, à ces mots, vous pouvez vous dire, peut-être que là, le garçon, il exagère complètement. Bon, pourtant, prenons un peu de recul sur certaines cyberattaques récentes. Vous le savez tous, dans cette salle, une cyberattaque peut avoir des conséquences concrètes. Une entreprise peut voir sa production complètement arrêtée. C'est le cas de Jaguar Land Rover au Royaume-Uni, qui, l'été dernier, a vu sa production stoppée pendant quelques mois, menant à des pertes de chiffre d'affaires. On parle de quelques centaines de millions de pounds. Sachant que, en fait, pour parler de cette attaque comme pour d'autres, il est souvent difficile de comprendre l'origine exacte, précise des mécanismes. Et par ailleurs, ces attaques sont rarement rendues publiques, ce qui est aussi quelque chose qu'on peut méditer, dans le sens où on aurait peut-être plus intérêt à partager, au moins au niveau européen, sur ces sujets. Prenons aussi le secteur de l'aérien. En 2025, pas moins de 10 cyberattaques ont concerné ce secteur, des compagnies aériennes, KLM pour en nommer une, l'aéroport de Kuala Lumpur dont les opérations ont cessé pendant plus de 10 heures, et à cause d'un ransomware. Ou encore le NHS, le service de santé britannique, qui a subi une attaque en 2017 sous la forme d'un ransomware, bloquant certaines opérations programmées, annulant des rendez-vous, obligeant le personnel à repasser en mode papier, enfin quelque chose de très dramatique. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ne savent pas, je dis bien la plupart des entreprises, ne savent pas réellement quelles sont leurs données les plus précieuses, ni où elles se trouvent. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas protéger. Donc cette menace n'est plus un spectre, elle est bien là. Elle nous rappelle quotidiennement notre double dépendance. La première, à nos environnements numériques qui vont de façon croissante, et la seconde, évidemment, à ceux qui peuvent aisément les attaquer. Alors, la meilleure question à se poser aujourd'hui est si c'était nous. Que protéger en premier? Où stocker avec sûreté nos données sensibles? Comment éviter le fameux « et nous ne savions pas ». Autrement dit, comment gagner en conformité,
en résilience et en indépendance. Cette première dépendance au numérique, nous pouvons l'aborder en commençant par penser autrement. Alors, pas en nous repliant sur nous-mêmes, évidemment, ça ne marche pas dans un monde excessivement connecté, pas non plus, à mon sens, en opposant Américains et Européens, mais en protégeant légitimement nos intérêts tout en continuant à innover. Prenons un exemple concret. En France, Thales, nous avons lancé Sens. Alors, qu'est-ce que c'est que Sens? C'est une offre cloud de confiance développée entre Thales et Google Cloud. L'idée est extrêmement simple. Combiner la puissance technologique d'un acteur mondial, et quand je parle d'acteur mondial, c'est cette capacité en fait à sortir ces microservices de façon extrêmement rapide, donc avec des formes applicatives qui aujourd'hui sont extrêmement intéressantes, avec les exigences de sécurité, de contrôle imposées par l'Europe. Les données les plus sensibles, celles des administrations, des opérateurs critiques ou de certaines industries, peuvent ainsi bénéficier des technologies les plus avancées de Google, tout en restant protégés par des mécanismes qui ont été validés, testés, certifiés par l'ANSSI. Je peux vous dire qu'on a passé quand même un certain nombre de tests pour y arriver. Exigences de sécurité qui nous permettent en fait d'opérer depuis le territoire national avec des techniciens, des ingénieurs de Thales pour opérer ces processus et ces données sensibles. Autrement dit, le meilleur des deux mondes. Car oui, notre vraie souveraineté numérique passera par un choix crucial, celui de décider où et quand notre résilience est indispensable, mais aussi où et quand notre indépendance est critique. J'en viens à la seconde dépendance. Celle-ci, je pense, nous pourrons nous en extraire en dépensant autrement. Alors, un petit peu de mathématiques, un petit peu de calcul. La majeure partie, là encore je dis bien la majeure partie, des organisations consacrent aujourd'hui moins de 4% de leurs dépenses à leur système d'information. Et sur ces 4%, environ entre 10 et 15% sont dépensés en matière de cybersécurité. Donc si vous faites le calcul, ça fait environ 0,6% du chiffre d'affaires de ces organisations qui sert à les protéger, alors que de toute évidence, ces systèmes d'information sont vraiment la source de leur performance. Là encore, notre souveraineté numérique passera par un autre choix crucial, celui d'accroître significativement nos investissements dans la protection contre les acteurs malveillants du monde numérique. Pour autant, significatif ne veut pas dire déraisonnable, entendons-nous bien. Car il faut bien comprendre que toutes les données ne se valent pas, et donc ne doivent pas être protégées de la même manière. À l'évidence, seules vos données les plus sensibles, celles de vos employés, celles de vos clients en particulier, il suffit de se référer au RGPD, méritent évidemment la primeur de votre cybersécurité, et souvent, celles-ci, très souvent, celles-ci sont disséminées dans des millions de fichiers, des bases de données non répertoriées, non classifiées, et parfois même oubliées. Et c'est leur structuration, en fait, et leur priorisation qui rendra votre organisation robuste. Alors, c'est un peu l'image du coffre-fort. Hein. Il est sécurisé quand il est fermé, protégé quand on le transporte, mais évidemment, quand on l'ouvre, c'est sûr que tout devient plus sensible. La donnée suit exactement la même logique. Elle a 3 momentum de vie, cette donnée. Le moment où elle est stockée, le moment où elle transite dans les réseaux informatiques et le moment plus critique où on l'utilise sur un microprocesseur, sur une machine virtuelle. Pendant des années, nous nous sommes efforcés, avec succès d'ailleurs, de sécuriser les deux premiers moments, le stockage et le transport. Mais c'est la troisième qui maintenant mérite en fait toute notre attention. Car au moment où la donnée est exploitée, analysée, croisée, utilisée par des algorithmes ou par l'intelligence artificielle, c'est là qu'elle devient la plus vulnérable à l'heure où on parle. Et c'est précisément là qu'émergent de nouvelles technologies, des technologies capables de protéger la donnée, même pendant son traitement informatique, mathématique. Par exemple, chez Thales, nous développons des solutions permettant d'attester que la machine virtuelle s'exécute dans un environnement de confiance, authentique,
non altérée, protégeant la donnée contre toute compromission pendant son exploitation. Concrètement, et encore avec des images peut-être trop basiques, cela revient à créer un coffre-fort numérique directement à l'intérieur du processeur lui-même, une sorte de coffre-fort dans le coffre-fort. Parlons maintenant un petit peu d'intelligence artificielle. Son impact sur la cybersécurité est évidemment sans précédent. D'un côté, elle renforce les attaquants avec de l'automatisation, du phishing de plus en plus sophistiqué, de l'ingénierie sociale à grande échelle, des tromperies de plus en plus crédibles. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les attaques par deepfake. De l'autre, elle devient de plus en plus un allié puissant, capable de détecter des signaux invisibles, de trier des milliards d'événements, de renforcer nos défenses. Je pense en particulier aux analystes qui travaillent dans des SOC, qui sont aujourd'hui submergés d'informations, dont les clignotants sont souvent rouges et dont la charge mentale est extrêmement élevée. L'idée, c'est d'utiliser l'IA typiquement pour les mettre sur les attaques les plus intéressantes. Autrement dit, l'IA amplifie ou aide à la fois l'attaque et la défense. Dès lors, une question, évidemment, apparaît qui protège l'intelligence artificielle. Au RSA, au salon RSA, il y a quelques semaines à San Francisco, la question la plus importante qui était partagée avec les RSSI du moment, qui était sur nos rendez-vous, c'était « mais cette IA elle devient tellement puissante qu'on a du mal à suivre en matière d'équipement, d'installation pour protéger et surtout d'éviter le shadow IT, le shadow IA ». Car tous ces modèles, notamment les modèles d'IA générative, évidemment, reposent sur des volumes massifs de données, souvent sensibles, parfois même stratégiques, et les sécuriser devient tout aussi critique. Là aussi, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup en ce moment chez Thales. On considère cet axe comme un axe stratégique de développement, essentiel pour anticiper les enjeux de demain, renforcer la sécurité des systèmes d'information. Concrètement, nous développons des solutions innovantes qui visent à protéger ces grands modèles de langage, ces fameux LLM, ainsi que les environnements dans lesquels ils opèrent. Pour garantir l'intégralité et la confidentialité de ces modèles, nous mettons en place en fait des mécanismes de filtrage qui sont devant le LLM, donc entre le prompt et le LLM. C'est des mécanismes de filtrage avancés permettant d'analyser la qualité, la pertinence, le contenu de ces prompts, sur des bases en fait, de règles dynamiques qui sont mises à jour en permanence, de manière à vraiment comprendre l'évolution de la maturité des attaques sous forme de prompt engineering. Et cette approche en fait, permet aujourd'hui, permettra, puisque c'est un domaine qui est très nouveau, permettra en fait de prévenir des risques de divulgation et d'exploitation des données sensibles qui sont souvent contenues dans ces LLM, et maintenir donc un haut niveau de confiance dans l'utilisation de ces modèles. Donc ici, l'objectif est double, protéger les données qui sont utilisées pour entraîner le modèle et garantir que les réponses produites ne divulguent pas, le moins possible, jamais d'informations sensibles. Mais revenons, j'en suis quasiment à ma conclusion, revenons à quelques règles basiques au milieu de toute cette complexité. La cybersécurité, avant encore et toujours et pour de nombreuses années, repose souvent sur quelque chose de très très simple, l'identité numérique. Car derrière, la plupart, en tout cas de nombreuses attaques, point de superordinateur, point d'ordinateur quantique, c'est souvent un mot de passe faible, un identifiant divulgué ou un accès qui a été détourné ou volé et donc usurpé. 80% des cyberattaques commencent ainsi aujourd'hui. Les attaquants ne cassent simplement pas la porte, ils vous volent la clé. Beaucoup plus simple, beaucoup moins onéreux. Ce qui nous ramène à une règle devenue essentielle, enfin elle l'a toujours été, mais je pense qu'elle est importante de la remettre en permanence au devant de la scène. Faites confiance, mais vérifiez à qui vous avez affaire. Alors les règles de base, elles sont connues. Renforcez l'authentification. Définissez précisément qui peut avoir accès à quoi, à quelles données, pour quelle période de temps, et maîtrisez avec rigueur chacun de ces accès. Donc en conclusion, nous le savons,
La dépendance numérique est inévitable, mais elle ne doit pas être subie. Nous pouvons gagner en autonomie, être plus résilients sans pour autant nous isoler. Alors oui, cela a un coût. Le coût, c'est un choix d'investissement, un arbitrage. Mais ce coût restera toujours inférieur à celui de la gestion de la crise. Et des pénalités, parfois très élevées, 6-7% du chiffre d'affaires, à payer par l'entreprise. Car le jour où tout s'arrête, où un service tombe, où des données critiques disparaissent, le prix en devient immédiat et les dégâts sont parfois irréversibles. Donc je terminerai par cet exemple simple qui date d'il y a quelques mois. Vous le connaissez quasiment tous. Dans cette salle, un acteur malveillant a compromis le compte d'un fonctionnaire de l'État, de la DGFiP, direction de Bercy, disposant d'un accès autorisé au fameux fichier FICOBA, le fichier des comptes bancaires. Et c'est dans le cadre d'échanges interministériels, enfin peu importe quelle était la transaction mise en cause, vraisemblablement par ingénierie sociale ou vol identifiant. Aucune vulnérabilité technique n'a été détectée sur les infrastructures qui opèrent ce fichier. L'attaque a simplement exploité une faiblesse dans la gestion des identités et des contrôles d'accès à ce fichier. Résultat des courses, pour une administration publique prestigieuse, environ 1,2 million de comptes. Alors certes, c'est moins de 1% d'après ce que je comprends du fichier total, mais enfin c'est quand même 1,2 million de comptes qui ont été dérobés, avec les adresses du titulaire, l'adresse postale, les coordonnées bancaires, et ainsi de suite. Donc ce type d'histoire, comme tant d'autres, nous rappelle deux principes fondamentaux. En matière de sécurité, la prévention et la préservation de la réputation coûtent toujours moins cher que la gestion d'une crise. Et la deuxième, et qui m'est très très chère personnellement, et que je pousse beaucoup chez Thales, c'est que l'erreur est avant tout humaine. Mais attention, ne pas ostraciser cette erreur, ne pas pointer du doigt celui ou celle qui a fait cette erreur, mais au contraire, partager à propos de cette erreur et en dériver des conduites et des documents de bonne pratique et le partager à un plus grand nombre de personnes. À la limite, remercier la personne qui a fait cette erreur pour lui dire à quel point on a appris grâce à cette bêtise. Donc au final, et je conclurai là-dessus, la seule question qui reste est une question de leadership. Choisissez-vous vos dépendances ou sont-elles en train de vous choisir? Parce que dans le monde numérique dans lequel nous sommes, ne pas choisir, c'est déjà subir. Merci beaucoup. Philippe Ballet, merci beaucoup pour votre intervention.